Essai sur la philosophie de la guerre, publié en 2000 et dans lequel il consacre un chapitre à Tolstoï. Il explique que tout le roman de Tolstoï, malgré sa longueur et parfois ses incohérences, est une charge contre la philosophie de Hegel, c'est-à-dire contre toutes les justifications de la guerre, au nom du progrès et de l'idée de liberté. En clair, pour Tolstoï, il n'y a pas de lien entre raison et histoire. L'histoire des hommes n'a rien de rationnel, et il est donc impossible d'en saisir le sens, si tant est qu'elle en est un. Au contraire, son véritable moteur se trouve dans la folie, la destruction et les massacres à grande échelle. En ce sens, et comme le fait remarquer Filonenko, tout en s'en prenant à Hegel, Tolstoï se range lui-même du côté de Schopenhauer, c'est-à-dire d'une compréhension du monde non pas fondée sur la raison, mais sur le désir et les passions humaines. Tolstoï écrira d'ailleurs dans une lettre « Schopenhauer est l'homme le plus génial du monde ». Fin de citation. Le plus génial, sans doute, car c'est lui qui a su voir, dans le vacarme des canons, non pas l'effort de la raison vers la liberté, mais plus simplement le déchaînement des passions destructrices, lesquelles ne font que se répéter à l'infini, de façon toujours aussi absurde, mais à chaque fois selon des modalités différentes. Donnons ici la parole à Schopenhauer, dans son livre « Le monde comme volonté et comme représentation », car ce qu'il dit exprime parfaitement la pensée de Tolstoï. Il faut comprendre que l'histoire, non seulement dans sa forme, mais déjà dans sa matière même, est un mensonge. Sous prétexte qu'elle nous parle de simples individus et de faits isolés, elle prétend nous raconter chaque fois autre chose, tandis que du commencement à la fin, c'est la répétition du même drame, avec d'autres personnages et sous des costumes différents. La vraie philosophie de l'histoire revient à voir que sous tous ces changements infinis, et au milieu de tout ce chaos, on n'a jamais devant soi que le même être, identique et immuable, occupé aujourd'hui des mêmes intrigues qu'hier et que de tout temps. La devise générale de l'histoire devrait être « idem sed aliter ». Celui qui a lu Hérodote a étudié assez l'histoire pour en faire la philosophie, car il y trouve déjà tout ce qui constitue l'histoire postérieure du monde, agitation, action, souffrance et destinée de la race humaine. Fin de citation. Idem sed aliter, c'est une expression latine qui veut dire littéralement en français la même chose, mais d'une autre manière. Dans le roman, c'est d'ailleurs ce que comprendront les personnages, c'est-à-dire le prince André et Pierre Bezoukov, quelques années après Austerlitz, lors de la bataille de Borodino en 1812, et dont nous nous souvenons, nous, comme de la bataille de la Moskova. De même, Pierre Bezoukov, qui après avoir idolâtré Napoléon, va rôder autour du Kremlin dans l'espoir de l'assassiner, car il voit désormais en lui celui par qui la guerre revient encore et encore. Ce que ces personnages touchent du doigt, c'est que le monde n'est pas guidé par la raison, mais par la folie meurtrière. C'est donc qu'il n'existe pas d'ordre et donc pas de loi de l'histoire, et c'est bien là, en effet, le propos de Tolstoï. Selon lui, l'histoire ne peut tout simplement pas être écrite en suivant les chemins de la raison, c'est-à-dire en fonction d'un sens qu'on cherche à lui donner. Attribuer un sens, et donc une finalité aux événements, c'est une illusion rétrospective que nous nous faisons une fois que les événements ont eu lieu, et que nous nous demandons pourquoi ils se sont passés ainsi. C'est une illusion, c'est-à-dire une erreur portée par un désir, celui que les événements correspondent bien à ce à quoi nous voulons qu'ils correspondent. Cette illusion consiste à réduire les événements à une cause précise, comme l'ordre d'un général par exemple, ou un acte en particulier.
Mais la réalité, pour Tolstoï toujours, est toujours bien plus complexe que ce que nous en disent les historiens. Si les événements se produisent, c'est toujours en fonction d'un nombre presque infini de toutes petites raisons microscopiques qu'il nous est impossible de distinguer parfaitement et donc de connaître, et qui, par leur multitude même et leur complexité, nous rendent la lecture de l'histoire indéchiffrable. L'acte que nous considérons comme décisif et que nous choisissons pour expliquer un événement n'est en réalité qu'une raison, une cause parmi d'autres, et l'illusion rétrospective consiste donc en un aveuglement sur l'ensemble des causes qui sont vraiment à l'origine des événements. Par conséquent, pour comprendre quoi que ce soit à ce qui s'est passé, il nous faudrait faire une histoire différentielle, c'est-à-dire presque au microscope, et cela pour saisir un mouvement, celui des événements, mouvement qui en lui-même est insaisissable, ce qui pour le coup n'est pas sans nous rappeler l'enseignement de Bergson. On comprend mieux pourquoi le roman, qui est souvent difficile à suivre, fourmille de détails sur la psychologie et la vie personnelle de personnes